Bon les amis, vous l'aurez compris maintenant, mais la pièce centrale de Jarvis, c'est pas les lunettes, c'est pas la voix, c'est pas la vision, mais c'est le serveur. L'IA, le cerveau central. Au final, les lunettes, c'est seulement un device qui va nous servir à interagir avec ce serveur. Et justement, depuis quelques temps, j'avais envie de retravailler ce serveur, tout simplement pour le rendre plus propre, plus solide, mais aussi plus scalable, plus communautaire et surtout plus cohérent avec la vision long terme du projet. Et donc, j'ai réfléchi à différentes manières de le faire évoluer. Et pour ça, j'ai notamment créé le Discord il y a une semaine que je vous ai partagé dans la dernière vidéo. Et on a pu brainstormer ensemble pour réfléchir à la meilleure stratégie et à la meilleure architecture qu'on pouvait créer. Et d'ailleurs, si tu nous as pas encore rejoint et que tu veux participer à la suite du projet ou tout simplement être dans une communauté de gens passionnés par la tech, eh bien évidemment, t'es le bienvenu. Tu trouveras l'invitation en description. Et bref, on a réfléchi et très vite, plusieurs gros sujets et idées sont arrivés sur la table. Je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. On va repenser notre serveur, notre architecture. C'est parti! Donc le premier concept qu'on a repéré, c'était Léon. En gros, pour faire simple, Léon, c'est un assistant personnel open source qui a été créé par Louis, un Français, et développé depuis environ déjà 4-5 ans. Le projet était déjà ultra bien pensé. Et surtout, moi, il y a un truc qui m'a tapé à l'œil, c'est sa structure et surtout son système de skills. En gros, ce qui se passe, c'est que lui, il a une IA centrale qui a des capacités de base, en gros. Et autour de ça, il peut lui brancher ce qu'il appelle des skills, qui sont des outils pour des tâches spécifiques. Donc, par exemple, il peut créer un skills météo qui est connecté, je sais pas, à une application de météo. Et tout simplement, il va brancher ce skills à son agent qui va être capable derrière d'aller récupérer la météo. Bon, le skills est un peu nul, mais on peut faire des choses beaucoup plus avancées. Vous avez compris le concept. Et en gros, tu l'auras compris, mais c'est un peu comme un agent à qui on peut donner des outils. Sauf que lui, il a vraiment optimisé ça à fond en créant un SDK et en optimisant l'architecture de telle sorte qu'en fait n'importe qui puisse créer des skills et les connecter à son IA. Donc concept ultra intéressant et forcément, on s'est demandé si on ne devait pas s'en inspirer, voire même carrément comme base pour construire Jarvis plus vite, plus proprement, au lieu de réinventer la roue et de repartir de zéro. Donc ça, c'était la première réflexion. La deuxième réflexion, c'était l'histoire d'une box IA. En gros, l'idée à la base, c'était de se dire, ok, aujourd'hui, on veut se lancer dans ce marché des assistants IA. Le problème, c'est qu'évidemment, bientôt, il y aura tous les gros acteurs, donc les GAFAM qui vont arriver sur le marché, et dans ce cas-là, on n'aura aucun élément nous permettant de nous différencier. Et pour ça, on a réfléchi à un moyen pour se différencier et on en est arrivé à l'idée de la box IA. Et en gros, l'idée, ce serait de proposer une sorte de boîtier un peu comme une box internet, sauf qu'à la place de ça, ce serait une IA locale que les gens installeraient chez eux et donc qui permettrait à chacun d'avoir un agent IA local chez soi, disponible hors connexion et surtout qui permettrait de garder ses propres données en sécurité à la maison. Donc sur le papier, pour des geeks comme nous, évidemment, c'est un projet qui donnait grave envie, c'est ultra stylé de développer un peu une box IA, sauf qu'en pratique, tu rencontres pas mal de problèmes. Déjà, le coût. Si tu veux aujourd'hui faire tourner une IA à peu près correcte chez toi, bah faut lâcher au minimum 1000 balles pour pouvoir faire tourner un serveur IA local. Et forcément, je suis pas sûr que les gens soient à l'aise avec le fait déjà de débourser 1000 € pour une IA local. Le deuxième point, c'est la latence. Même avec une bonne config, en fait, tu te retrouves rapidement avec un temps de latence qui tue complètement l'expérience utilisateur. Pour info, j'avais reçu de nombreuses recommandations qui me conseillaient justement de faire tourner une IA en local sur mon ordi plutôt que passer par des API. J'ai testé et franchement, le temps de latence est vraiment affreux comparé aux solutions API. Et pour finir, le dernier et surtout le plus gros problème d'après moi, c'est tout simplement l'adoption. Est-ce que des gens seront vraiment prêts à débourser des centaines voire des milliers d'euros pour une box IA chez eux? Ça, j'en doute fortement, d'autant plus que on a discuté entre nous au moment où on a eu cette idée et en fait aucun de nous n'était prêt à acheter une telle solution alors qu'on aurait été les créateurs même de celle-ci. Donc forcément, ça pose question. Donc vous voyez le problème. Est-ce qu'aujourd'hui on est vraiment prêt à dépenser des milliers
d'euros, à passer des mois, voire des années à développer une solution qui, au final, ne sera probablement même pas adoptée par le marché. Ah, y a peut-être mieux à faire. La troisième idée, c'était la voie hybride. En fait, c'était d'imaginer une box non pas pour faire tourner une IA en local, mais simplement pour gérer ses propres données personnelles pendant que l'IA, elle tournerait dans le cloud. Donc sur le papier, ça réglait une partie des problèmes de sécurité, même si en réalité, les données circuleraient toujours avec l'IA dans le cloud, donc pas vraiment, bref. De toute façon, on avait un autre problème avec cette solution, c'était tout simplement la latence et la complexité. Déjà, ça aurait été galère de construire tout ça, et en plus de ça, on se serait toujours retrouvé avec des temps de réponse complètement aberrants, donc encore une fois, on a préféré laisser tomber cette solution. Bref, vous l'aurez compris, ces idées de box IA ou de box à mettre chez soi, c'était beaucoup trop complexe, et c'était pas forcément la bonne solution. Et surtout, au milieu de toutes ces discussions, en fait, je réfléchissais au projet, et il y a quelque chose qui me travaillait, qui me tracassait. En fait, j'avais l'impression de pas être sur la bonne voie. Et en prenant du recul, j'ai compris ce qui me gênait vraiment, c'était qu'on était déjà en train de penser comme une boîte qui veut vendre un produit, alors qu'on n'avait encore rien construit, on n'avait pas construit de système, on n'avait rien testé, et ça c'était une grosse erreur. On était en train de réfléchir à une architecture comme si on allait commercialiser quelque chose qui n'existait même pas. Et ça c'était la mauvaise approche. Et d'ailleurs je le dis, mais c'est de ma faute, hein. Dès le début j'ai voulu réfléchir à comment on allait créer un produit commercialisable et différenciant, en oubliant en réalité pourquoi j'ai lancé ce projet au départ. Et justement, moi au départ mon envie c'était juste de build un assistant personnel cool, des lunettes pour échanger avec lui, de documenter tout le parcours sur YouTube et de construire autour de ça tout un écosystème de projets secondaires qui seraient connectés à cette IA et qui auraient été ultra stylés à créer et à partager. Et donc j'ai compris qu'il fallait revenir à cette source. Aujourd'hui la direction est beaucoup plus nette, il fallait tout simplement arrêter de chercher à construire un produit à vendre tout de suite, de vouloir créer tout type de box IA et concurrencer Apple. Il fallait revenir à l'essence même du projet, ce pourquoi j'ai lancé le truc à la base, qui est tout simplement de s'éclater, de se taper des barres, de créer plein de projets ultra cool dans tous les sens. Et donc ce qu'on va tout simplement faire, c'est de créer un serveur central ultra solide et efficace qui pourra réfléchir et surtout orchestrer du coup des modules ou des applications externes spécialisées. Donc vous avez compris le concept. Par contre, parmi toutes ces idées, il y a quelque chose que je retiens qui m'a vraiment énormément plu, c'est ce concept d'App Store. En fait, où du coup tu as l'IA centrale et après n'importe quel développeur peut arriver et construire un module pour une application très spécifique et la proposer en ligne pour que n'importe qui puisse télécharger justement cette mini application et le connecter à sa propre IA. Et le seul hardware finalement qu'on va continuer à développer évidemment c'est les lunettes, hein. Rassurez-vous, c'est quand même au final, c'était un peu le but du projet à la base quoi. Bref, vous avez compris la philosophie de cette nouvelle architecture, construire vite, itérer dans tous les sens, créer avec la communauté et surtout les gars prendre un malin plaisir à build tout ça. Donc maintenant qu'on a un peu cette philosophie de construction, je pense que c'était important quand même d'y revenir, et on peut commencer à réfléchir à notre architecture. Donc ce qu'on a commencé par faire avec les collègues et surtout ce cher chat de l'encre, c'est de construire ce diagramme d'architecture global. Alors laissez-moi vous expliquer, mais le concept est assez simple. Pour commencer avec le plus simple, la façon dont on interagit avec notre système, qui pourront être soit les lunettes, soit l'ordinateur, soit une application par exemple sur téléphone, et qui seront donc l'interface utilisateur. Ça c'est juste l'objet avec lequel tu interagis avec le serveur. Maintenant on passe au cœur du sujet avec le bloc serveur. Et au sein même de ce bloc serveur, on a différents sous-blocs à l'intérieur. En premier lieu, on a l'agent qui est en gros le cerveau central. Lui, il va faire 4 choses principales. Déjà, il va gérer les permissions. En gros, ça permet que si quelqu'un installe un module ou une mini-application chelou, ça évite qu'il fasse n'importe quoi. Ensuite, il va faire du routage intelligent. Donc ça, c'est tout simplement l'étape où il va faire le dispatch entre les différents modules. Donc par exemple, si tu demandes quel temps il fait en Bretagne, il va tout simplement appeler le module météo. La troisième tâche, c'est le rate limit. Pour faire simple, c'est juste une sécurité pour éviter le nombre de requêtes. Donc par exemple, on pourrait limiter le nombre de requêtes à 10 par minute par utilisateur, et ça c'est notamment pour éviter les failles de sécurité, les abus. Et finalement le dernier rôle donc de cet agent, c'est de faire le logging et le monitoring, et ça c'est tout simplement le tableau de bord technique qui permet de mesurer tout ce qui se passe, donc avec les logs, le temps pris pour chaque opération, etc. Pour résumer, vous l'aurez compris, mais l'agent c'est plus comme un chef d'orchestre en fait, qui comprend, décide et s'est orienté vers les différents modules. Ensuite cet agent il est connecté au Docker, qui est la boîte qui contient tout et rend le système stable. Dans notre cas, le Docker a 2 missions principales.
principal. Déjà, c'est de lister tous les modules qui ont été téléchargés, qui sont disponibles. Et ensuite, c'est de tester tous les modules pour éviter par exemple qu'un module qui ne fonctionne pas fasse planter tout le système. Ouais, ça serait con quoi, ça serait con. Troisième sous-bloc, les amis, c'est le manager. Alors ça, c'est tout simplement l'installateur de modules. En gros, il va être connecté à l'App Store de notre système, mais côté serveur. Et le bloc manager, il va savoir ce qui est installé, comment installer et désinstaller une mini-application et où récupérer les modules. Pour lier le manager et l'agent, on a le Cloud Manager. Lui, il va faire la gestion par utilisateur. Donc tout simplement avec des systèmes d'ID, il va pouvoir lister les modules installés par chaque utilisateur, gérer les accès, etc., etc. Ça permet tout simplement en fait aux gens d'avoir leur propre compte. Et pour finir avec le bloc serveur, on a tout simplement ce qu'on a appelé l'appli, qui est l'interface de gestion admin en gros, et qui a deux fonctions. Une fonction pour activer et désactiver les modules, configurer les clés API, gérer les utilisateurs, etc. Et une fonction de maintenance pour les mises à jour, l'état des services, les logs, les redémarrages, etc., etc. Donc ça, c'était la plus grosse partie, la partie serveur. Et pour finir, un peu la meilleure partie justement, c'est notre fameux App Store et qui est donc le catalogue public pour les modules ou les mini-applications. Il faudra qu'on trouve un nom à ces mini-applications. Alors, on pourrait tout simplement les appeler les mini-applications. Bref. Et ça, tout simplement, c'est la vitrine, c'est la liste de toutes ces mini-applis avec la référence pour les télécharger. Et donc, pour vous donner un peu des exemples concrets de mini-applis, on pourrait imaginer un timer, la météo, des notes, l'agenda, une mini-appli Spotify, la vision, un module coach de sport, mais aussi un assistant CAO, un assistant code, enfin bref, les possibilités sont illimitées et c'est ça qui va faire aussi la beauté de ce projet, c'est que les gens développeront les mini-applis dont ils auront besoin et ça permettra vraiment au projet, vous voyez, de s'adapter aux besoins au final des utilisateurs. Et donc voilà l'architecture globale, j'espère avoir été clair. Alors évidemment, on a toujours des choses à retravailler, à peaufiner. À tout moment, en fait, dans une semaine, on a revu et on a modifié toute l'architecture, c'est possible. Ça fait partie du jeu, les gars, on construit, on build in public ici, c'est le concept. Mais en gros, aujourd'hui, on en est là. Et maintenant, vous allez me dire, mais Bart, waouh, quel super projet. Par contre, comment tu construis ça? On part d'où finalement pour construire un bazar pareil? Eh bien, c'est là que je vais vous dire qu'en fait, vous avez deux options. Première option, on part de zéro. Alors bon, ça c'est faisable, mais c'est quand même super chiant. Et deuxième option, on repart d'une base déjà existante. Et on construit autour. Et bah figurez-vous, vous l'avez compris, mais qu'on va partir de cette deuxième option, puisqu'on a déjà une base existante qui est française, qui est open source, qui est sous licence MIT. Et cette solution, vous l'aurez compris, elle s'appelle Léon. Pourquoi est-ce qu'on va partir de ça? Parce que Léon, c'est déjà un runtime d'assistant. Il a déjà une UI, un serveur, un système de skills. Eux, ils appellent ça des skills, les modules. Une logique d'orchestration et surtout un historique de dev de plusieurs années. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait 4-5 ans que le gars développe ça. Donc je pense que le projet est quand même plutôt solide et plutôt bien pensé. Donc si on repart de ça, on gagne des semaines, voire des mois, voire des années, les amis. Et comme je l'ai dit, le projet a été fait par un Français. Donc on reste dans notre logique de français first. Et donc à ce niveau-là, ça fait plaisir. Et puis la licence nous le permet, ça c'est important les amis. Mais attention les amis, attention là, vous pouvez être déçus. Je vous vois là, je vous vois. Tu vas être déçu, tu vas dire putain, ils vont juste copier en fait un projet qui existe déjà. Mais non, repartir de Léon ne veut pas dire qu'on devient un fork de Léon. L'idée c'est plutôt une approche strangulation comme en refonte de code. En gros, on garde ce qui marche et on remplace petit à petit par notre propre couche Jarvis. Concrètement, Léon devient la fondation technique et Jarvis devient une couche au-dessus qui impose ses conventions, son SDK, sa structure de module et plus tard des services comme les lunettes. Croyez-moi, nos deux architectures avec Léon sont quand même très différentes, donc il y aura vraiment beaucoup de choses à modifier, mais c'est quand même plus simple de repartir sur une base déjà fonctionnelle. Maintenant, vous l'aurez compris, l'objectif c'est d'adapter peu à peu le code de Léon pour en faire Jarvis, mais c'est de faire ça aussi de façon communautaire. Et donc pour ça, il faut que le projet soit contribuable proprement. Moi, ce que je veux vraiment, c'est un système où n'importe qui peut arriver, peut voir l'état des lieux du serveur, peut même le télécharger et l'essayer chez lui, peut comprendre ce qu'il y a à faire à travers par exemple, je sais pas, une checklist détaillée et bien organisée, peut prendre une tâche et contribuer sans se perdre. Ce que je veux vraiment, c'est qu'en fait, n'importe qui puisse participer à la construction du projet de façon autonome. Et donc pour ça, on va structurer le projet comme une machine à itérer. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va reprendre Léon et l'utiliser comme repo de base. Et ensuite, on va comparer nos deux architectures, regarder tout ce qu'il faut modifier et on va se faire une méga checklist bien détaillée, bien précise avec tout ce qu'il y a à faire. Et c'est trop cool parce que imaginons que toi là, qui regarde cette vidéo, qui est derrière ton écran, t'es ultra chaud en code,
t'as envie d'aider, mais par contre, vas-y, la flemme d'arriver, de demander ce qu'il faut faire, etc. Bah en fait, t'es pas obligé. Tu peux juste ouvrir le repo, voir une liste de tâches classées qu'il faut faire, tu télécharges le repo, tu fais ton truc de ton côté et tu pushes ce que tu as fait. Ensuite, on met tout à jour, la documentation, les nouvelles tâches, etc. Chaque semaine, on présente les modifications, les contributeurs. Et voilà, et c'est trop cool parce que du coup, là, ça devient vraiment un projet communautaire et en plus, on avance beaucoup plus vite et tous ensemble. Donc, en résumé, vous l'aurez compris, notre stratégie, c'est d'aller vite, mais proprement. On part de Lyon pour avoir un runtime qui marche maintenant. On construit Jarvis comme une couche au-dessus avec un agent central et un vrai SDK. Et on transforme le projet en une sorte de terrain de jeu contributif avec des tâches claires. Bref, voilà où on en est actuellement. Je t'invite encore une fois à rejoindre le Discord, c'est là où tout se passe. Même si tu souhaites pas particulièrement participer au projet, tu pourras aussi trouver d'autres passionnés. J'essaye de faire des sondages réguliers dès qu'on se confronte à une problématique. Tu trouveras aussi le lien du GitHub en description. Si tu veux voir un peu comment ça s'organise, pour l'instant c'est encore le début, mais ça devrait rapidement se construire. On continue à bosser sur ça. En parallèle, je suis en train de lancer des petits projets secondaires, les gars. Je m'en frotte les mains. Abonne-toi pour pas manquer la suite aussi, très important. Hein. Et sur ce, je te dis bisous. Bon les gars, je suis en train de tester Léon, là, de voir un peu comment ça fonctionne, etc. Franchement, la réactivité est incroyable. Je crois qu'en plus c'est du full LLM local, donc ça c'est fou, c'est vraiment rapide. Mais par contre, c'est pas très efficace. Il fait un peu de la merde, je vous montre. Bon déjà, il parle que anglais. Et regardez, par exemple, je vais lui dire tell me a joke déjà. Bon, ça va, petite. Mais par contre, tout à l'heure, regardez, j'ai mis what's the difference between a goat and a rabbit? C'est quoi cette réponse de merde? On va lui reposer la question, mais je pense que... Ouais, en plus, vous voyez, il répond les mêmes trucs en boucle. Il y aura du travail. Il y aura du travail, mais on va créer quelque chose de fou. Et puis s'est posé la question de quoi faire après. Puisque de toute façon je n'avais aucun objectif avant le mois de février. Et puis suite à ce petit commentaire que j'ai trouvé vraiment marrant, on fait gagner la feuille vide ainsi que des mon chéri à tous ceux qui commentent. Vraiment un concours ignoblement ignoble. Mais j'ai trouvé ce commentaire marrant, donc pourquoi pas aller au bout de la vanne. Oui les amis, ce cher petit duo m'a envoyé ce magnifique colis avec une feuille marquée vide. Donc ça c'est vraiment incroyable. Plus de quoi me nourrir pour exploser mes perfs. Donc les gens qui sont avides de perfs ignobles, je vous invite à aller suivre le petit duo sur YouTube. Big up!